Voilà. Là, c'est bon. Donc, bon, voilà, bonjour à toutes et à tous pour cette troisième séance du séminaire Capitalisme cognitif qui est consacré à la crise de l'hôpital, une crise sans fin, comme l'annonce le sous-titre de l'intervention d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Vincent, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Fanny Vincent, qui est aussi membre du laboratoire Triangle et spécialiste de sociologie de la santé et de sociologie du travail. Nous l'avons invitée car, entre autres choses, elle est l'auteur, avec Pierre-André Jouvin et Frédéric Pierru, de cet excellent petit ouvrage sorti en mai 2019 aux éditions Raison d'agir. C'est la casse du siècle à propos des réformes de l'hôpital public. Il s'agit d'un petit essai percutant qui dresse un tableau fort inquiétant d'une institution si cruciale pour nos sociétés comme l'est l'hôpital public, une institution complexe, importante, qui, depuis de nombreuses années, désormais, est sous pression, qui depuis plusieurs décennies subit de plein fouet les contre-réformes néolibérales du New Public Management. Et ce n'est pas un hasard, en effet. Je crois qu'on aura occasion de creuser cet aspect ce soir, peut-être dans l'exposé déjà ou après dans la discussion. Ce n'est pas un hasard, je disais, si l'hôpital est au centre de grandes mobilisations depuis quelque temps. L'ouvrage en question est sorti pile poil en plein milieu de la grève aux urgences qui a caractérisé le printemps 2019, un centre croisant dans plusieurs endroits avec le soulèvement des Gilets jaunes. Et à la toute fin de l'ouvrage, vous consacrez aussi en fait quelques remarques au lien entre gilets jaunes et blouse blanche, mais secteur hospitalier qui s'est aussi mobilisé beaucoup l'automne et l'hiver dernier contre la réforme par points du système de retraite. Et ce qui est frappant en lisant ce bouquin aujourd'hui ou en réfléchissant en rétrospective à ces mobilisations de la part des employés du secteur de la santé publique au moins, c'est la conscience, la pleine conscience, le savoir, la connaissance de la part du personnel hospitalier et des spécialistes du secteur concernant l'ampleur de la crise, l'état de crise avancé dans lequel verse l'hôpital public depuis un certain moment. Crise qui, bien évidemment, n'a fait que s'endurer davantage avec le déclenchement de la pandémie, au point de contribuer très largement, par-delà du management de la pandémie mis en place par les gouvernements. Cette crise a quand même contribué à produire, pour le coup, des dizaines de milliers de morts au cœur même de l'Europe et des sociétés dites développées, lesquelles, du point de vue de la prise en charge collectif de la santé des personnes, ne se sont révélées au final pas si développées que cela. Or, tout ça était bien prévisible, non seulement, comme nous l'avons vu avec Andreas Malm lors de la première séance, les biologistes, les épidémiologistes, les virologues ont prêché dans le désert depuis désormais 2 décennies, en poussant des cris d'alarme sur la possibilité bien réelle d'épidémie, voire de pandémie. Mais le système sanitaire national, en France, comme dans beaucoup d'autres contextes nationaux, n'aurait jamais pu tenir bon face à une telle pression. Et ça aussi, on le savait.
Donc, je crois que l'intervention de Fanny Vincent va nous permettre de reconstruire un peu ce panorama sombre. Hein, elle va nous aider à mieux comprendre le cadre dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Hein. Comment ça se fait que est-on pu arriver à cette situation, une situation qui a contribué à rendre la crise sanitaire encore plus dramatique de ce qu'elle ne l'aurait été avec un hôpital public fonctionnant en bonne et due forme. La séance de ce soir sera un petit peu plus courte que prévu, car Fanny Vincent doit nous quitter vers 19h40, hein, parce que voilà, l'université dans laquelle elle est maintenant va fermer. Donc, je vous donne immédiatement la parole pour cette intervention sur l'hôpital, une crise sans fin. Merci encore pour avoir accepté l'invitation. Ben, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, je précise simplement sur le titre de l'intervention de ce soir, l'hôpital, une crise sans fin, que c'est sous le mode interrogatif. C'est-à-dire que je n'affirme pas que c'est une crise sans fin, je vais plutôt questionner l'existence d'une crise et d'une crise sans fin et essayer de montrer comment est-ce que les crises de l'hôpital ont été fabriquées et construites. Alors, je vais partir plutôt ce soir du constat que je fais, c'est-à-dire du constat qu'on a le sentiment, je dis on, c'est-à-dire la population, si jamais je peux parler en son nom, je ne suis pas sûre, mais le sentiment qu'aujourd'hui l'espace médiatique est saturé, je dis aujourd'hui, mais depuis ces derniers mois, est saturé par les questions hospitalières et par le fait que l'hôpital serait en proie à une succession de crises. Il y a une sorte de, soit de succession de crises, soit une sorte de crise sans fin qui apparaît un petit peu dans le récit qu'en font les médias depuis ces derniers mois. Crise des urgences d'abord, avec la mobilisation du collectif Interurgence et la grève de plus de 260 services d'urgence au plus fort de la mobilisation l'année dernière, qui s'est transformée après en une crise de l'hôpital quand les médecins là, sont rentrés dans la mobilisation il y a un an et ont notamment créé le collectif Interhôpitaux. Et puis, crise sanitaire après aujourd'hui, depuis le printemps avec la pandémie de Covid-19. Alors, ce que je voudrais vous montrer dans cette présentation, c'est trois choses que j'ai essayé d'organiser un petit peu. La présentation sera plus fouillie, on va dire que ce n'est pas les trois parties de ma présentation, mais il y a trois choses que je voudrais vous montrer. D'une part, qu'il s'agit en réalité d'une seule et même crise, mais d'une crise protéiforme, c'est-à-dire dont les différentes dimensions sont imbriquées et que ça va bien au-delà de ces derniers mois, de cette dernière année. Au contraire, il faut remonter beaucoup plus en amont pour comprendre cette même crise, cette crise unique, entre guillemets, de l'hôpital. Et ces dimensions qui sont imbriquées, c'est à la fois une dimension financière, une dimension de santé publique et une dimension démocratique de la crise. La deuxième chose que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que l'usage même du terme de crise que j'ai employé n'est pas nécessairement pertinent dans le sens où quand on parle de crise, ça implique une rupture avec un état de fonctionnement antérieur plutôt normal et que, au contraire, la crise relèverait de l'anormal, de L'(anormal). Or, ce qu'on dit de nombreux soignants au printemps, pendant la dite première vague, c'est au contraire, ce qu'ils ont revendiqué, c'est pas de retour à l'anormal, à l'anormal, pour pointer au contraire combien cette pandémie était aussi, pour certains, à certains endroits dans les hôpitaux, l'expérience d'un fonctionnement en fait normal, d'un bon fonctionnement de l'hôpital, c'est-à-dire d'un fonctionnement d'un hôpital avec des moyens où les professionnels de santé peuvent eux-mêmes prendre les décisions. Donc là, on voit que la question de l'anormal et du normal a été remise en question par la pandémie et que le terme de crise, de ce point de vue-là, peut être questionné. Et puis la troisième chose que j'aimerais vous montrer, c'est que déconstruire les dites crises de l'hôpital public de ces derniers mois, eh bien, ça implique de revoir la temporalité de celle-ci, c'est-à-dire de remonter bien en amont, comme je vous le disais tout à l'heure, pour voir comment ces crises ou cette grande crise a été fabriquée et comment elle a été fabriquée comme une crise organisationnelle, c'est-à-dire comme une crise de gestion, et non pas une crise de financement de l'hôpital. C'est-à-dire comment l'hôpital, en tant qu'organisation, a été constitué comme un problème public. Et c'est notamment ce qu'on montre dans l'ouvrage avec Pierre-André Juven et Frédéric Pierru. Et donc,
ce qu'il y a derrière, c'est la fabrication d'un problème d'organisation et de gestion de l'hôpital qui refuse de considérer le manque de moyens financiers, mais aussi humains et matériels de l'hôpital et de la situation de l'hôpital. Et tout ça, ça génère une certaine complexité dans cette fameuse crise ou dans ces crises, dans le sens où l'aspect financier de la crise se conjugue aussi avec des dimensions de santé publique et des dimensions démocratiques, comme je vous le disais avant. Donc encore une fois, j'espère que ma présentation ne sera pas trop fouillie. Ce ne sont pas trois parties, mais plutôt trois éléments au cœur de ma démonstration. Alors, pour comprendre comment est-ce que s'est fabriquée cette crise, entre guillemets, donc vous comprenez que je prends un petit peu de recul avec ce terme, mais je pense que c'est le plus facile à utiliser d'emblée là pour qu'on comprenne de quoi on parle. Pour comprendre la fabrication de cette crise protéiforme, il faut remonter un petit peu. Les racines des maux de l'hôpital remontent au moins aux années 70, voire avant. Il y a beaucoup de choses en fait qui se nouent à cette époque, dans les années 70. Et puis les 70-80, enfin cette période entre les années 60 et 80, c'est la période où s'installe un chômage de masse, une inflation, etc. Mais ce qui va focaliser l'attention du gouvernement, c'est les dépenses sociales, alors même que ces dépenses pourraient constituer un filet de sécurité face à la crise économique. Et dans ces dépenses sociales, il y a évidemment la santé et l'hôpital. Et les coûts de la santé et de l'hôpital vont commencer, en fait, à partir de cette époque-là, à être fabriqués comme des problèmes par les gouvernements et par les experts qui les entourent. Alors pourquoi ? Eh bien parce que dans les années 40, 50, il y a eu tout un tas de réformes qui ont poussé l'État en fait, à investir ou qui ont entraîné un investissement assez massif de l'État dans le système de santé pour améliorer les prises en charge des patients. C'est la création de la sécurité sociale en 1945, c'est après la grande réforme Debré qui crée les CHU en 1958 et qui fait de l'hôpital un lieu de soins, de recherche et d'enseignement, donc vraiment le centre du système de santé et un hôpital de l'excellence, de la médecine de pointe, dans le but notamment d'essayer de concurrencer aussi ou de se mettre à niveau de la biomédecine américaine. Et donc, investissement massif de l'État à partir des années 40, 50 et puis après au-delà, amélioration du remboursement et de l'accès aux soins, multiplication des hôpitaux, multiplication du nombre de professionnels de santé formés et des patients qui sont aussi assurés de pouvoir être mieux soignés. Tout ça, ça génère donc une explosion des dépenses, mais ce qui va retenir l'attention des pouvoirs publics, c'est moins les progrès qui sont réalisés et ceux qu'il faudrait encore réaliser pour remédier à la vétusté des établissements et au manque permanent de lits dans de nombreux hôpitaux, mais c'est au contraire le niveau des dépenses et la croissance qu'ils appellent désordonnée des équipements hospitaliers. Et donc au ministère de la Santé, et particulièrement à la direction des hôpitaux, qui est créée en 1970, eh bien, les hauts fonctionnaires qui sont de plus en plus formés à l'économie, à la modélisation économique, aux statistiques, eh bien, vont essayer de travailler à une réduction de ces dépenses, ou en tout cas à un maintien du niveau de dépenses. Ils vont chercher à évaluer les coûts des hôpitaux et leur productivité. On va parler d'optimiser le fonctionnement et la gestion des hôpitaux et essayer de contrôler aussi la croissance du nombre de lits d'hôpitaux. Et là, on parle plutôt de rationaliser le tissu territorial. Et donc, rationaliser, optimiser, c'est ça la base de ce que les cadres du ministère nomment modernisation des hôpitaux. En réalité, donc vous l'avez compris, c'est plutôt contenir les dépenses et supprimer des lits. Parallèlement, dans les autres ministères, et notamment à la direction du budget au ministère des Finances, et puis aussi au commissariat général au plan, et bien là, le secteur de la santé va être de plus en plus au centre de leurs intérêts, enfin de ce qui les intéresse plutôt, et pareil, là, ils vont considérer, ces fonctionnaires du budget, qu'il faut contenir l'augmentation des dépenses de santé, que cette augmentation n'est pas inéluctable et qu'il serait possible et même souhaitable d'augmenter plutôt la productivité des hôpitaux. Et donc, à partir des années 70, en fait, c'est le modèle de gestion du privé qui va s'imposer à l'hôpital, comme ailleurs dans le secteur public, hein. Comme si l'hôpital était une entreprise, eh bien, l'hôpital ne doit pas dépenser plus que ce qu'il gagne et la concurrence entre les hôpitaux va être de mise pour essayer de stimuler leur performance. Alors ça va se baser sur ce programme
de maintien des dépenses de santé et de transformation de l'hôpital sur les standards du privé, elle va s'appuyer sur deux grandes idées, sur deux idées centrales au ministère de la Santé qui vont structurer les actions du ministère. La première idée de base, c'est que pour baisser les dépenses, eh bien, il suffit d'avoir moins de professionnels, notamment moins de médecins et moins de lits d'hôpitaux. Parce que s'il y a moins de médecins, s'il y a moins de personnel, eh bien, on part du principe qu'il y aura moins de patients, que les patients viendront moins, qui viendront moins à l'hôpital, qui consulteront moins et probablement qu'ils seront moins malades. Et donc, en gros, que tout ça, ça coûtera moins cher. Et là va émerger l'idée, notamment sous le gouvernement de Raymond Barre, d'une enveloppe pour essayer de maintenir le niveau des dépenses de santé. Donc d'une enveloppe de taille réduite qui contient le niveau qu'on ne doit pas, que la nation, que l'État ne doit pas dépasser pour consacrer à la santé. Pourquoi est-ce que cette idée de l'enveloppe émerge à ce moment-là? Parce que à ce moment-là, plutôt est encore en vigueur un mode de financement de l'hôpital particulier qui s'appelle le prix de journée, c'est-à-dire selon chaque type de journée d'hospitalisation, eh bien, l'hôpital est rémunéré sur la base d'un prix qui est alloué à ces journées. Sauf que ce mode de financement, il est accusé d'être beaucoup trop... pardon, le mot m'échappe. De générer beaucoup trop de dépenses, d'inciter les hôpitaux à garder les patients alors qu'ils n'auraient pas besoin d'être à l'hôpital pour gagner de l'argent derrière et générer des revenus. Donc, c'est dans cette logique, pour essayer de corseter les dépenses, qu'il y a cette idée de ce mécanisme de l'enveloppe qui est adopté, notamment en 1983, à la direction des hôpitaux, avec un changement de mode de financement des hôpitaux, c'est-à-dire qu'on ne passe c'est plus sur la base d'un prix fixé pour la journée d'hospitalisation que les hôpitaux vont être financés, mais sur la base d'une dotation, donc d'une enveloppe qu'on va donner à chaque hôpital pour une année pour qu'ils se financent. Donc en gros, les hôpitaux ont cette enveloppe et ils se débrouillent, ils gèrent leur activité sur l'année avec cette enveloppe-là. De fait, ça va contraindre, ça va empêcher certains hôpitaux qui ont beaucoup d'activités à investir, par exemple, et ça va restreindre, ça va compliquer, par exemple, le renouvellement de certaines machines d'examen ou l'entretien de bâtiments de l'hôpital, des hôpitaux. Donc, il y a aussi des effets pervers à ce mode de financement par enveloppe, à cette dotation globale. Ce mécanisme de l'enveloppe globale, il est aussi adopté en 1995 avec ce qu'on appelle le plan Juppé au niveau national pour essayer d'encadrer, donc là non pas les dépenses de santé des hôpitaux séparément, mais de manière générale toutes les dépenses de santé. C'est l'application de la création de ce qu'on a appelé de ce qu'on appelle plutôt l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est voté tous les ans à l'automne par le Parlement et qui fixe en fait le niveau des dépenses de santé qu'on ne doit pas dépasser d'une année sur l'autre. Pour remplir cet objectif et veiller à son respect, eh bien, il y a de nouveaux acteurs qui vont aussi émerger, qui vont aider l'État dans ce rôle de police budgétaire pour contenir les dépenses de santé. C'est notamment, dans les années 90, avec ce fameux plan Juppé, la création des agences régionales d'hospitalisation, qui vont se transformer en 2010 en agences régionales de santé, avec l'agrégation d'autres services de l'État et de l'assurance maladie. Mais voilà, ce sont ces agences au niveau régional qui vont entériner, notamment entre 1990 et 2017, la suppression d'environ 160 000 lits d'hospitalisation complète, c'est-à-dire les journées, les séjours pour lesquels les patients restent plus de la journée à l'hôpital dans un lit. Et donc 160 000 lits d'hospitalisation à temps complet, ça représente à peu près un tiers des lits d'hôpitaux de ce qu'on appelle le parc hospitalier. Et puis, parallèlement à la suppression donc, de ces lits d'hospitalisation, il va être instauré, mais là, dès 1971, un numerus clausus, donc qui encadre le nombre de médecins formés et aussi le nombre de professionnels paramédicaux. Et ce numerus clausus, il va être drastiquement réduit dans les années 90, où on va diviser par plus que 2, je crois, le nombre de médecins formés. Et donc, on a là, il me semble, les prémices de cette dimension de santé publique de la crise de l'hôpital dont je vous parlais au début. On ferme des lits qui, aujourd'hui, seraient utiles en temps d'épidémie. Alors, pour le Covid, évidemment, mais aussi l'année dernière, par exemple, en réanimation pédiatrique face à
un pic épidémique qui revient tous les ans, auquel les hôpitaux sont préparés, qui est l'épidémie de bronchiolite et qui génère en général beaucoup d'activités pour les hôpitaux. Et bien l'année dernière, en Île-de-France, il n'y avait pas assez de place pour hospitaliser tous les enfants en réanimation. Et il y a une vingtaine d'enfants de l'Île-de-France qui ont dû être hospitalisés à Rouen, à Reims, à Caen, etc., faute de place en réanimation. Alors évidemment, le Covid a renforcé encore cette dimension-là. On a vu véritablement qu'on manquait de lits, parce que si la crise a pu être gérée, entre guillemets, c'est parce que plutôt c'est au prix de déprogrammation massive de l'activité des hôpitaux et donc d'intervention de patients, de consultation, et derrière au prix d'une perte de chance pour les patients. Et ça s'ajoute aussi à un manque d'équipement, à un manque de place pour les scanners, pour les IRM par exemple. Ces délais ont été rallongés pendant le Covid, bien sûr, mais aujourd'hui, on paye encore les prix de ces déprogrammations et de ce manque d'équipement, dans le sens où, par exemple, je discutais l'autre jour avec un anesthésiste qui me disait, un anesthésiste en chirurgie cardiaque, qui me disait qu'il y a des opérations du cœur, là où il y a déjà parfois 2 ou 3 mois d'attente pour avoir son opération programmée, il y a des opérations du cœur qui aujourd'hui étaient repoussées parce que les patients n'avaient pas pu faire leur scanner préalable, faire leurs examens préalables à ces opérations. Donc le Covid a joué de multiples façons sur les délais de prise en charge et sur la perte de chance des patients. Alors le problème de tout ça, c'est qu'en limitant les moyens de l'hôpital, eh bien évidemment, inévitablement, ça engendre d'autres coûts. Ce n'est pas nécessairement source d'économie, et ça engendre surtout des coûts qui sont importants pour les usagers. Et donc là, c'est une forme de privatisation en réalité du désengagement de l'État et du refus d'investir dans l'hôpital. Une forme de privatisation donc des coûts de la casse de l'hôpital public. Quand je vous dis que ça engendre des coûts supplémentaires pour les usagers, ça en engendre tellement qu'il y a une certaine partie de la population, à peu près 25% selon une étude de l'IRDES, si je ne dis pas de bêtises, qui renoncent aujourd'hui à se faire soigner, ou en tout cas qui ont renoncé dans l'année précédente à au moins un soin pour des raisons financières. Et ça a aussi encore des effets à plus long terme, dans le sens où quand on refuse de se faire soigner ou qu'on renonce plutôt à se faire soigner pour des raisons financières, quand la pathologie n'est pas encore potentiellement très grave, eh bien, ça accroît le risque à plus long terme d'aggraver la pathologie et donc de générer là des coûts bien plus importants pour la prise en charge de ce problème-là. Donc là aussi, il y a une dimension de santé publique véritablement dans cette crise. Et puis, je vous disais, il y a une baisse, une limitation des moyens de l'hôpital qui rentre là en contradiction en fait avec l'augmentation de ce qu'on appelle les besoins de santé de la population. Il y a de plus en plus besoin de santé. Pourquoi ? Parce que la population française augmente, parce qu'elle vieillit, certes. Alors elle vieillit, bon, c'est pas un scoop, on l'entend beaucoup, mais elle vieillit surtout dans de mauvaises conditions, ou plutôt on vit aujourd'hui dans des conditions qui sont dégradées, où les pollutions se multiplient, où les conditions dans lesquelles on travaille, les conditions dans lesquelles on respire, ce qu'on mange, tout ça a des effets aussi en termes de santé publique et génère des besoins de santé de la population. Et donc ce qu'on voit, c'est que l'hôpital se retrouve aussi à devoir gérer en fait les maux du capitalisme et les maux de politique industrielle et de politique économique qui dégradent la santé publique. Bref, tout ça augmente les besoins de santé de la population. Et par ailleurs, la sécurité sociale se désengage de plus en plus du remboursement des soins courants, donc des soins primaires, ceux que vous allez faire chez votre généraliste, par exemple. Les médecins de ville sont saturés, les délais pour prendre des rendez-vous dans certaines spécialités en ville s'allongent, les dépassements d'honoraires, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées, mais peu de choses qui ont réellement été faites pour les encadrer et continuent d'augmenter. Tout ça, ça génère finalement une inaccessibilité de la médecine de ville pour une part croissante de la population, une inaccessibilité à la fois financière et géographique. Il y a aussi les déserts médicaux dont je n'ai pas parlé, et ça contribue à reporter tout un tas de patients et de prise en charge vers l'hôpital. Et c'est là qu'on voit tout le poids qu'il y a sur les services d'urgence. Le nombre de passages aux urgences a doublé en l'espace de ces 20 dernières années. On est passé de 10 à 21 millions de passages aux urgences.
Et donc, ce qu'on voit en réalité, c'est que d'un côté, on dérembourse les soins courants et on transforme l'hôpital en un lieu de dernier recours pour une population qui ne peut plus avoir accès à une médecine de ville inaccessible géographiquement et financièrement. Et de l'autre côté, on casse l'hôpital, on contraint, on limite les budgets, et donc l'hôpital, de fait, n'a pas les moyens de soigner correctement les gens toujours plus nombreux qui se tournent vers lui. Et tout ça, ça engendre des inégalités de santé et des inégalités sociales de santé. Voilà pour, grosso modo, la première idée de base que j'ai largement développée de l'action du ministère de la Santé depuis les années 70. La seconde idée, pour essayer de maintenir les dépenses de santé et de rationaliser, de moderniser les hôpitaux, la seconde idée qui oriente les réformes conduites par le ministère de la Santé depuis les années 70, c'est que l'hôpital coûte trop cher et coûte bien plus que ce qu'il devrait. C'est-à-dire que, en fait, on a identifié, ou plutôt les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé et les experts qui l'entourent, ont identifié un problème dans l'organisation des hôpitaux. Et ils veulent se doter, à partir des années 70, ils veulent se doter de systèmes permettant de connaître le coût des hôpitaux, mais aussi à quoi sont employés les moyens financiers que fournit l'État aux hôpitaux. En gros, le but et plutôt toutes les réflexions qui vont se passer au ministère de la Santé à partir des années 70, ça va être de déterminer ce qui doit être alloué au plus juste aux hôpitaux en fonction de ses coûts. Donc sur le principe, on ne voit pas trop le problème. Essayer de connaître ce que produit l'hôpital, combien ça coûte, etc., ça peut paraître assez légitime. Mais derrière, en réalité, à quoi ça correspond ? Eh bien, il faut déjà regarder qui est à la manœuvre, entre guillemets. Il y a à la direction des hôpitaux un nouveau directeur des hôpitaux qui arrive au début des années 80, qui est Jean de Kervas-Doué, qui est un haut fonctionnaire, enfin, qui n'est pas un haut fonctionnaire, pardon, qui est un ingénieur polytechnicien et qui a aussi spécialiste des ingénieurs des eaux et forêts, mais qui est passé aussi par les États-Unis et qui s'est intéressé au secteur hospitalier et qui a fait une thèse aux États-Unis sur les hôpitaux et leur financement, il me semble. Et puis avec lui, il y a un médecin de santé publique qui va l'aider, et ces deux acteurs centraux de cette époque vont s'entourer surtout de chercheurs en gestion de l'école des mines et de Polytechnique pour essayer de réfléchir en fait à une manière de connaître les coûts de l'hôpital et de pénétrer les organisations hospitalières. Et c'est là qu'ils vont inventer un truc un peu barbare qui s'appelle le PMSI, le programme de médicalisation des systèmes d'information. Alors pourquoi est-ce que je rentre un petit peu dans le détail et je vous parle de ce PMSI ? C'est parce que le PMSI en fait va déboucher sur la T2A au début des années 2000. Alors, ce sigle barbare du PMSI, en réalité, ça correspond à une sorte de grand tableau, si vous voulez, qui répertorie toute l'activité médicale des hôpitaux et qui la catégorise en différents types de prise en charge qui sont appelés des séjours. Et des séjours et des groupes homogènes de malades. Donc, en gros, vous avez la prothèse de hanche, l'avortement, l'accouchement par voie basse sans complications, etc. Tout ça, ce sont des catégories de prise en charge, des groupes homogènes de malades qui vont permettre de catégoriser ce que fait l'hôpital. À partir de ces groupes homogènes de malades, eh bien, les chercheurs en gestion vont essayer d'établir des coûts moyens pour chaque groupe homogène de malades. Autrement dit, ils vont transformer les malades en des coûts comptables, si vous voulez. Une prise en charge d'avortement, ça coûte en moyenne tant, une prise en charge pour une prothèse de hanche, ça coûte en moyenne tant, etc., etc. Donc, ils vont essayer de calculer des coûts. Mais au début des années 2000, en fait, ces coûts par groupe homogène de malades vont être transformés en tarifs nationaux qui vont être identiques pour chaque hôpital et qui vont correspondre en fait au montant financier qui va être versé à l'hôpital par l'assurance maladie. Et c'est ce qui donne naissance à la fameuse T2A, tarification à l'activité, c'est-à-dire que les hôpitaux vont être financés sur la base de leur production de séjours et sur le prix, le tarif qui est attribué à chacun de ces séjours. Et donc, c'en est fini de la dotation de financement, donc de cette enveloppe qui était allouée chaque année à l'hôpital, et c'est au contraire un financement à la production.
Par exemple, je vous donne des tarifs. Aujourd'hui, le séjour fracture bénigne de la hanche, ça représente 1 399 € pour les hôpitaux. Donc, c'est ce qui touche pour une prise en charge de ce type-là. Un avortement, c'est 702 €. Une transplantation cardiaque complexe, c'est 71 900 €. Bref. Cette idée que l'hôpital reçoive de l'argent en fonction de ses dépenses peut sembler assez évidente, encore une fois. Mais elle pose plusieurs problèmes qui sont des problèmes de taille. D'abord, le tarif qui est attribué à chaque type de séjour ne correspond pas toujours à la réalité de ce que ça coûte, de ce que coûte ce séjour à l'hôpital, en personnel, en matériel, en utilisation d'équipement. Parce que ce tarif, il est déterminé à partir d'une moyenne des coûts d'une quarantaine d'hôpitaux seulement. Donc d'un échantillon des hôpitaux sur plus de 1000 hôpitaux en France, 40 seulement, et cet échantillon de ces 40 hôpitaux n'est pas représentatif de la diversité de ce plus de 1300 hôpitaux exactement. Par ailleurs, dans le calcul de la moyenne des coûts de ces hôpitaux, les patients qui étaient appelés des valeurs extrêmes, donc ceux qui coûtaient extrêmement cher et ceux qui coûtaient très peu cher, eh bien, ont été sortis du calcul de la moyenne. Donc là, vous avez finalement une moyenne qui a été tronquée dans le sens où on a oublié les patients qui coûtaient très très cher, parce qu'ils avaient par exemple des pathologies particulièrement graves ou particulièrement complexes à prendre en charge. Et donc tout ça, ça a donné une moyenne et une base erronée pour construire les tarifs, mais c'est là-dessus quand même que c'est construit cette T2A et donc que sont rémunérés tous les hôpitaux. Donc avec la T2A, l'hôpital en fait ne gère plus un budget, mais il va gérer des finances. Il va gérer des finances et c'est lui qui est responsable, ou plutôt son directeur général, qui est responsable de ses finances et de sa situation financière. Chaque année, le directeur d'hôpital doit fixer ses objectifs en termes d'activité, en termes de recettes, en termes de dépenses, dans ce qu'on appelle un EPRD, un état prévisionnel des recettes et des dépenses. Ça fait beaucoup de sigles, j'entends. Mais bon, il faut retenir la logique. Et cet état prévisionnel des recettes et des dépenses, il est présenté à l'Agence régionale de santé qui surveille, qui contrôle et qui sanctionne éventuellement l'hôpital si le niveau d'activité prévu, les objectifs prévus ne sont pas atteints. Donc derrière, ce qui se joue, en fait, c'est que l'ouverture ou le maintien de lits d'hospitalisation, ou la fermeture évidemment, de lits d'hospitalisation ou de services, voire d'hôpitaux, ne sont plus seulement pensés en termes de santé publique, mais ils sont aussi pensés en termes de rentabilité économique. La question de l'économie, ça fait partie intégrante de l'équation aujourd'hui parce qu'il faut réfléchir en termes de bonnes affaires, en termes d'opportunités, de rentabilité pour essayer de gagner de l'argent et donc de se positionner sur certains segments, certains secteurs du marché pour essayer d'attirer des patients et d'augmenter ses recettes. Et en même temps que la T2A se joue aussi quelque chose d'important. Les hôpitaux héritent aussi d'une autonomie financière. C'est-à-dire qu'ils deviennent responsables de leur situation financière et que s'ils ne parviennent pas à se maintenir à flot, s'ils ne parviennent pas à l'équilibre, eh bien, c'est eux qui sont les responsables. Si vous voulez, il y a un renversement des responsabilités ou un basculement, un transfert de responsabilité. C'est plus l'État qui prend à son compte la dette des hôpitaux, mais c'est les hôpitaux eux-mêmes qui sont chargés de s'autofinancer et donc de combler cette dette. Et c'est comme ça, en partie, qu'on a une explosion de la dette des hôpitaux parce qu'il y a notamment des hôpitaux qui, face à ce besoin d'autofinancement, eh bien, ont aussi contracté des emprunts toxiques, se sont aussi engagés dans des partenariats publics-privés qui se sont avérés des gouffres financiers. Et tout ça, ça a contribué notamment à faire exploser la dette des hôpitaux, c'est-à-dire à la tripler en l'espace de ces 10 dernières années. Et enfin, le dernier problème de la T2A, donc de ce financement à la production des hôpitaux, c'est que ça n'a pas mis fin à la logique de l'enveloppe des dépenses de santé. C'est-à-dire que ce fameux ONDAM dont je vous parlais tout à l'heure, cet objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui est voté tous les ans par le Parlement, eh bien, il demeure. Donc d'un côté, vous avez des hôpitaux qui sont incités à produire plus pour être financés plus, et de l'autre, vous avez une enveloppe qui continue de dire les dépenses de santé n'augmenteront pas plus que tant tous les ans. Donc, il y a une image qu'on prend souvent, c'est les hospitaliers sont un petit peu comme des hamsters en train de courir tout le temps dans leur roue, à essayer de travailler plus, produire plus, puis finalement pas être rémunérés davantage puisque les dépenses de santé restent limitées. Alors,
parallèlement aussi à ce développement du PMSI dans les années 80, où on réfléchit donc à comment essayer de connaître ce que produisent les hôpitaux et combien ça coûte, eh bien, il y a aussi des réflexions qui s'engagent au ministère de la Santé, à la direction des hôpitaux, sur la manière d'organiser les services de soins en ressources en personnel pour essayer de dépenser moins. Donc il y a certes la gestion et le financement des hôpitaux, mais il y a aussi l'organisation du travail qui est au cœur des réflexions du ministère de la Santé. Là aussi, on va parler d'optimiser les ressources, de rationaliser l'organisation du travail. Et donc, il y a différents outils qui vont être développés dans les années 80, en même temps que le PMSI, comme par exemple les SIPS, les soins infirmiers individualisés à la personne soignée. Enfin bref, ça c'est des sigles barbares, mais des outils dont l'objectif en réalité est de contrôler le nombre exact de soignants pour chaque tâche. C'est-à-dire que le travail soignant devient une sorte de construction administrative et économique en fonction de ses coûts. On va diviser, on va essayer de catégoriser, enfin de diviser, de mettre à plat la structure d'une journée de travail, du service, le profil de l'activité du service. On va fragmenter le soin en différentes tâches standardisées auxquelles on va essayer de définir une durée et donc un nombre de soignants nécessaires pour réaliser ces tâches. Donc le soin se fragmente et on peut dire en un certain sens que le travail s'industrialise avec le développement de ces outils. Alors, ce sont des outils qui sont réfléchis dans les années 80, qui connaissent des applications dans un certain nombre d'hôpitaux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se prolongent, ils s'actualisent par la suite, et tout particulièrement à partir des années 2000, où dans le même contexte que la création de la T2A, eh bien, vont se multiplier dans les hôpitaux des opérations dites de rationalisation de l'organisation du travail pour voir comment améliorer l'organisation du travail pour faire des économies. Et donc là, il y a tout un tas d'acteurs qui rentrent en scène, et notamment des grands cabinets de consultants qui travaillent souvent pour l'industrie, Capgemini, KPMG, McKinsey, Boston Consulting Group, etc., qui parfois sous-traitent eux-mêmes à des cabinets un peu plus petits qui sont plus spécialisés sur les questions de santé. Et donc qui vont vendre là leurs expertises aux hôpitaux pour essayer de faire des économies. Alors, la question se pose des économies qui sont réalisées étant donné le coût que représentent ces expertises en elles-mêmes. Il y avait un papier qui était sorti il y a quelques temps sur les audits à la PHP. C'était de l'ordre de 200 000 euros pour plusieurs expertises, 207 000 euros pour optimiser les blocs opératoires de 5 hôpitaux parisiens. J'ai noté encore 190 000 euros pour réduire le temps d'accès aux consultations dans 4 autres hôpitaux parisiens, etc. Le but, en fait, de ces opérations qui sont menées par les consultants pour rationaliser l'organisation du travail, en fait, c'est d'identifier des gaspillages, ce qui est désigné comme des gaspillages, et de repérer ce que certains appellent des gisements de performance. Le terme n'est pas de moi. Qu'est-ce que c'est que ces gisements de performance? Eh bien, ce sont des heures supplémentaires qui sont trop nombreuses, des lits qui ne sont pas assez remplis, c'est-à-dire des patients il y a des trous parfois, il y a un patient qui sort, puis on attend un jour avant qu'il y ait un patient qui re-rentre, des blocs opératoires, des salles de blocs opératoires qui ne sont pas assez utilisées, mais aussi des temps de pause, des temps d'échange entre collègues, des temps de transmission d'informations entre équipes, des temps de discussion au calme avec des patients, qui sont considérés en fait comme des temps morts ou des temps improductifs, des temps qui coûtent. Et la question en fait qui est centrale, c'est celle de la productivité. Et pour ça, il y a un instrument qui est particulièrement utilisé et qui l'a été même bien avant les années 80 et a fortiori les années 2000, c'est la question du temps de travail. L'instrument temps de travail, c'est véritablement l'instrument de la rationalisation du travail. C'est un point de focalisation de l'action des consultants à partir des années 2000 parce que justement, tous ces temps de pause, ces temps de repas, ces temps de relève entre les soignants, entre l'équipe qui arrive et l'équipe qui s'en va, eh bien, ils sont identifiés comme des temps coûteux où il ne se passe pas grand-chose et qui doivent être réduits au maximum. Derrière... Pardon. Il y a des questions? Non? Je poursuis. Derrière la réduction de tous ces temps collectifs et ces temps d'échange entre soignants, eh bien, en réalité, c'est l'importance de l'entraide, l'importance de l'échange, des discussions entre collègues dans la prise en charge des patients qui est ignorée et qui est minimisée.
c'est aussi, ces temps sont aussi des temps importants où les soignants font le point en général sur ce qui a été fait et qui sont aussi des temps parfois pour réparer certaines erreurs ou pointer des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans le temps de travail. Et ce sont aussi des temps d'échange sur des choses qu'on est obligé de dire à l'oral, qu'on ne peut pas faire figurer à l'écrit parce que certaines choses ne peuvent pas se mettre dans les dossiers des patients. Tout ça, ce sont des choses essentielles qui s'échangent en fait dans ces temps collectifs, des choses essentielles pour la bonne continuation du travail, pour pouvoir continuer à travailler correctement. En se focalisant sur le temps de travail, et bien évidemment, ça génère une intensification du travail qui se double par ailleurs d'une politique plus globale de flexibilisation de la main-d'œuvre, d'une flexibilisation de la gestion de la main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on a créé des pôles à l'hôpital, par exemple, des pôles qui regroupent plusieurs services, et donc où par exemple on va envoyer certains soignants d'un service travailler dans un autre service du pôle. Donc parce que les plannings sont faits à l'échelle du pôle parfois, donc on considère qu'il peut y avoir une unité entre les services, peu importe, mais dépannage dans certains services de soignants affectés originellement à un autre service. Donc c'est ce genre de choses-là quand je parle de flexibilisation, mais c'est aussi la mise en place de ce qu'on a appelé la grande équipe, donc les soignants qui alternent les plages du matin et les plages d'après-midi, qui facilitent aussi la gestion des plannings pour les cadres ou qui alternent le travail de jour et le travail de nuit. Tout ça, ce sont des éléments qui contribuent à flexibiliser la gestion de la main-d'œuvre, mais qui, de fait, contribuent aussi à déqualifier le travail, dans le sens où si on considère que le travail d'une infirmière, une infirmière de cardiologie, peut aller travailler dans un service de pédiatrie, eh bien, c'est oublier, c'est nier que le travail en cardiologie, comme le travail en pédiatrie, nécessite des compétences spécifiques, une prise en charge spécifique, des connaissances particulières sur les pathologies, des connaissances particulières des patients, etc. Et donc, c'est finalement considérer qu'il n'y a pas nécessité d'avoir ces compétences-là pour travailler. Donc, c'est une négation en réalité de l'expérience des soignants, des travailleurs, de l'expérience en tant que ressource précieuse pour le service, pour les collègues et pour les patients. J'ai oublié de vous donner un chiffre de précision sur cette intensification du travail dont je vous parlais juste avant, et cette augmentation de la productivité, plutôt ce qui est visé à travers ces entreprises de rationalisation du travail. Au niveau national, entre 2010 et 2017, il y a un chiffre qu'a avancé Pierre-Louis Bras, qui est un inspecteur général des affaires sociales, donc qui est plutôt quelqu'un de sérieux et de respectable par les pouvoirs publics, qui nous dit que entre 2010 et 2017, eh bien, la charge de travail, les soins ont augmenté de 14,6%, quand de l'autre, les effectifs soignants n'ont augmenté que de 2%. Donc vous voyez d'un côté une production de soins qui augmente de quasiment 15%, quand de l'autre côté, les effectifs pour faire face à cette production de soins, à ces soins, eh bien, n'augmentent que de 2%. Et en réalité, là encore, ces économies qui sont faites sur le personnel, eh bien, ce sont des économies qui s'avèrent coûteuses, notamment parce que le nombre d'arrêts maladie, par exemple, grimpe. Aujourd'hui, à l'hôpital, il y a en moyenne 10,2 jours d'arrêt maladie par an et par agent, contre 7,9 jours d'arrêt maladie par an et par agent au niveau national, enfin en moyenne, tout secteur confondu. Et on sait par ailleurs que les arrêts maladie sont en partie liés à des conditions de travail dégradées. Et donc là aussi réside, il me semble, une dimension de santé publique de la crise de l'hôpital, la santé au travail, la santé des soignants comme problème de santé publique. En guise de conclusion, peut-être, et pour finir, pour faire le lien avec ce que je disais avant, la réalité aujourd'hui des hôpitaux, comme entendait le dire, ou plutôt le crier Olivier Véran le mois dernier à l'Assemblée nationale, la réalité des hôpitaux, eh bien, c'est que
le droit du travail semble assez difficilement applicable à l'hôpital, semble assez peu concerner les travailleurs hospitaliers qui voient leur travail intensifié, voient leur rappel sur les jours de repos maintenus, voire s'accentuer, voient leur droit au congé parfois bafoué, leur temps quotidien de travail nié, exploser aussi. Et donc derrière, c'est l'idée qu'en réalité, les soignantes ne sont que des travailleuses du care et ne sont pas des travailleuses tout court, que les soignants de l'hôpital ne sont pas des travailleurs tout court ou des travailleurs qui méritent l'application d'un droit du travail et d'un salaire digne de ce qu'on exige d'eux aujourd'hui. La réalité de ces hôpitaux aussi, donc c'est un travail gratuit, il y a un surtravail, des hôpitaux qui fonctionnent grâce au surtravail des soignants. Et à cet égard, il y a une anecdote que j'ai relevée sur Twitter il y a quelque temps, d'un infirmier ou d'une infirmière qui était venu prêter main forte à la PHP pendant la première vague du Covid et qui a eu des soucis finalement après, je crois, sur sa paye. Et qui a eu pour réponse de l'administration: j'espère que ce n'est pas pour des raisons financières que vous êtes venu. Comme si finalement l'argent était quelque chose d'impur pour les soignants, que si on venait travailler, on s'engageait, c'était pas, ça ne devait jamais être pour des questions, pour des raisons financières, et que la logique, en un certain sens, du dévouement, cette logique historique du dévouement des soignants continuait de prévaloir. Et là, il me semble aussi, dans tout ce que je vous ai dit, que réside finalement la dernière dimension de cette crise organisationnelle, financière, de santé publique, qui est la dimension démocratique de la crise de l'hôpital public, et qui se manifeste de plusieurs façons. Premièrement, de manière très visible. Premièrement, l'augmentation d'un vote en faveur de l'extrême droite, particulièrement dans les catégories C, une augmentation ces dernières années, donc dans les catégories C de l'hôpital, mais de manière plus générale, qui peut être due, qu'on peut expliquer aussi par la maltraitance, en un certain sens, que subissent les soignants. Et ce que montrent les études de la DARES à cet égard, c'est que quand on manque d'autonomie dans son travail, ou quand on rogne sur l'autonomie dans le travail, quand les pénibilités, notamment les pénibilités physiques, s'accroissent, quand on ne se reconnaît plus dans ce qu'on fait, quand on n'est plus satisfait du travail qu'on effectue, eh bien ça a des effets sur la santé du corps social, sur la santé du corps démocratique, et ça tend globalement à favoriser le vote pour l'extrême droite. Et l'autre marqueur, il me semble, de cette crise démocratique de l'hôpital, c'est aussi les mobilisations et les résistances face à cette casse de l'hôpital public et à cette dégradation générale de la qualité des soins que dénoncent les soignants. Alors, ces résistances, ces mobilisations, elles sont à la fois silencieuses, c'est les démissions de plus en plus importantes d'infirmiers, d'aides-soignants, de médecins, c'est les baisses d'effectifs dans les formations des instituts de formation en soins infirmiers et les instituts de formation des aides-soignants, c'est le départ vers les boîtes d'intérim ou vers les cliniques privées d'un certain nombre de professionnels, c'est parfois le passage en horaire de nuit, par exemple, pour essayer de se mettre à distance et de se protéger, c'est les arrêts de travail au quotidien, c'est l'insatisfaction en permanence dans les services du travail qui est réalisé. Et puis, il y a évidemment des mobilisations, des résistances qui sont beaucoup plus bruyantes, qui font plus parler d'elles, qui sont plus visibles, qui sont parfois du même type que les résistances silencieuses, quand par exemple des arrêts de travail sont coordonnés, sont décrétés collectivement, ce qui a été le cas il y a 1 an et demi pendant la grève des urgences, quand par exemple les démissions des médecins sont coordonnées et médiatisée et prise collectivement. C'est par exemple, il y a un peu moins d'1 an, la démission des 1200 médecins de leurs fonctions administratives, mais c'est aussi plus largement la grève illimitée qu'avait engagé le collectif Interurgence, la grève du codage, par exemple, de certains médecins à la PHP, ou les mobilisations qu'il y a eu ces derniers mois, l'année dernière, autour du collectif Interurgence et Interhôpitaux. Et là, la question qui se pose en ouverture, et je m'arrêterai là-dessus, c'est la question, il me semble, du lien, ou plutôt de la façon dont la lutte des soignants pourrait rejoindre celle des patients aujourd'hui, dont les liens pourraient se faire. Alors, on évoquait dans le livre, en effet, les gilets jaunes et les blouses blanches. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a aussi la question du lien avec les luttes que pourraient mener les usagers. Et il me semble que l'épidémie de Covid-19 a aussi bouleversé les patients qui fréquentaient l'hôpital.
On n'a pas encore la mesure des effets pour les patients de cette épidémie. Alors, pas les patients atteints du Covid, parce qu'eux, ils ont eu souvent la priorité sur les autres, mais plutôt tous ceux qui ont été déprogrammés ou qui ont vu leurs opérations, leurs consultations repoussées. Et donc, il me semble que c'est là une question qui se pose pour les prochains mois. Peut-être que ce n'est pas exclu qu'il y ait une alliance entre soignants, malades ou proches de malades pour demander justice et réparation face à ces pertes de chance et cette gestion de l'épidémie plus largement. Et merci beaucoup à Fanny Vincent pour cette intervention très riche et exhaustive sur les transformations qui affectent l'hôpital depuis un petit moment, justement, comme vous l'avez bien montré dans votre reconstruction, entre coûts budgétaires, montée de la raison gestionnaire, primauté des logiques productivistes et réorganisation d'ensemble, réorganisation structurelle de l'institution. Je ne sais pas si